Ici, si quelqu'un n'a pas un projet de recherche, c'est-à-dire n'est pas impliqué dans un travail de thèse ou un projet de recherche, mais qui a l'ambition de publier, donc il doit faire une recherche bibliographique pour cibler un sujet de recherche, un sujet d'actualité. Généralement, dans le processus de recherche, on commence par le thème ou la thématique. Ensuite, on va aller vers le sujet. C'est-à-dire, vous avez la thématique qui est plus large. Ici, je vais vous donner un exemple comme thématique. J'ai choisi la thématique de perturbateurs endocriniens. Donc, j'ai choisi un thème qui parle des perturbateurs endocriniens et le problème de fertilité. Ça, c'est d'une façon plus large. Ça, c'est la thématique. Selon un processus de recherche, je vais faire une recherche bibliographique pour avoir le maximum d'informations et pour également affiner mon sujet de recherche à partir de cette thématique. La thématique, elle parle des perturbateurs endocriniens et fertilité. Mon sujet de recherche, mon sujet de publication va étudier les effets d'un type de perturbateur. J'ai choisi ici les types d'esters de phtalate et l'impact de ces perturbateurs, les esters de phtalate, sur la fertilité masculine. Donc, vous voyez, j'ai passé d'un thème plus large à un sujet de publication plus étroit. Et ça, c'est l'idéal. Donc, il faut toujours commencer par la thématique de la recherche. Je vais travailler, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens et leur impact sur la fertilité. Ensuite, je vais choisir quel type de perturbateur endocrinien, d'accord, et quel est l'impact que je vais mesurer. Donc, je vais mesurer l'impact de ces perturbateurs sur la fertilité masculine. Maintenant, je passe aux deuxième partie si le chercheur a déjà un travail de recherche, par exemple un travail de thèse. La question pertinente, comment passer de la thèse à l'article scientifique? En fait, la majorité des universités et des écoles, surtout les écoles doctorales dans le monde, et même en Algérie bien sûr, exigent aux doctorants de publier au moins un article scientifique avant de se tenir sa thèse. Et généralement, c'est vers la fin de la troisième année de sa thèse. Cependant, il faut comprendre une chose, que les exigences d'un article scientifique, d'un article de revue, ils sont différents de celles d'une thèse. Bien sûr, les deux sont des produits académiques avec des styles et des objectifs distincts et bien sûr ciblant des publics différents. Ici, dans cette présentation, dans cette diapo, je vais essayer de vous donner quelques conseils, c'est des conseils d'experts, qui vont vous aider comment convertir votre thèse en article de revue. On va commencer par la rédaction. Comment rédiger l'introduction de votre article à partir de la thèse. Donc, contrairement à l'introduction de la thèse, elle est complète, elle est trop détaillée. L'introduction de l'article doit être brève. Donc, on va essayer de synthétiser. Elle doit être brève et précise. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'introduction d'un article? Si vous vous souvenez, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur la structure d'introduction d'un article? Bien sûr, le professeur Benarba, il va vous détailler ça dans la deuxième partie. Dans l'introduction, vous avez ce qu'on appelle la forme conique. On commence par le plus large vers le plus étroit. Le plus large, c'est-à-dire on va parler de la thématique, de la recherche. Ensuite, on va parler de la problématique. On va parler également de la question de la recherche. Et on termine par l'objectif. Quel est l'objectif de votre article? Quel est l'objectif de cette étude? Donc, il faut insister sur la question de recherche. Pour la partie matériel et méthode, dans l'article scientifique. Donc, comment rédiger cette partie à partir de votre thèse? D'abord, il faut insister sur le caractère que cette partie, cette section, doit être concise et succincte. Et qu'est-ce qu'on doit trouver dans cette partie à partir de la thèse? Bien sûr, c'est le protocole. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre, bien sûr, les éléments essentiels, les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, la calcul, par exemple, de taille de l'échantillon, la conception de l'étude, les variables étudiées, les tests statistiques utilisés, etc. Donc ça, c'est la partie matériel et méthode. Pour la partie résultat, bien sûr, dans la partie résultat, on a déjà parlé de ça. Dans la thèse, vous aurez plusieurs résultats. Dans l'article, il faut mettre uniquement le résultat le plus pertinent et qui répond directement à votre question de recherche. Donc, j'insiste sur cette partie. La dernière partie de votre article, c'est discussion et conclusion. En fait, la discussion, cette section, elle doit
expliquer ce qui signifie vos résultats. Quelle est la signification de vos résultats? Bien sûr, cette discussion doit être claire et concise. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette partie, dans cette section? Il faut que le chercheur discute ses résultats. Donc, il faut discuter ses résultats, bien sûr, avec d'autres études. Essayez également de comparer vos résultats avec la littérature. Et il ne faut pas oublier de mettre les limites de votre étude. Et bien sûr, il faut énoncer les moyens par lesquels les études futures, ce qu'on appelle les perspectives, qui peuvent prolonger, qui sera une prolongation de votre travail de recherche. Donc ça, c'est quelques conseils. Pour avoir plus de détails, je vous conseille de consulter ce webinaire qui a été réalisé, annoncé par ce qu'on appelle Research Academy. Research Academy, c'est une plateforme lancée par Elsevier pour aider les chercheurs, surtout pour les chercheurs non anglophones, d'initier la rédaction scientifique. Donc, vous trouvez dans ces webinaires beaucoup de conseils sur le processus de conversion d'une thèse en article scientifique. Deuxième question, c'est le choix du journal. Donc, on va insister sur les trois parties de cette section. Le choix de journal, comment identifier une revue prédatrice et qu'est-ce que l'impact factor ou l'indice H. J'ai essayé dans cette partie de vous donner mon expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. Ce qu'on appelle le processus Think, Check and Submit. La première partie, ou la première étape, le chercheur doit repérer les revues dès le processus de rédaction. En fait, on trouve souvent tendance à repousser l'étape de choix du journal à la fin. Faites attention, ne commettez pas cette erreur. Le choix de la revue doit être réalisé au début du projet de la rédaction. Pourquoi? Parce que ce choix, il va vous permettre d'affiner votre style de rédaction. Parce que vous allez consulter les instructions aux auteurs, vous allez connaître le style de la revue et vous allez essayer d'affiner votre article en fonction de ces exigences. Il faut prendre le temps de bien réaliser ce processus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le droit de soumettre votre article à un seul éditeur à la fois. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de soumettre votre article à deux revues en même temps. C'est une erreur fatale. Donc, il faut respecter l'éthique de la publication. Vous avez le droit de soumettre votre article à un seul éditeur, à une seule revue à la fois. Donc, il faut bien faire ce choix. Ce choix doit être fondé sur des critères. On va en parler par la suite. Avec plus de détails, quels sont les critères de choix de votre revue? Après le choix, c'est-à-dire après le repérage, il faut vérifier, surtout pour les chercheurs algériens et pour le doctorant, il faut vérifier est-ce que les revues cibles, les revues que vous avez choisies, ils sont acceptées par la DGRSDT, la Direction générale de la recherche scientifique et développement technologique. Il faut vérifier ce point. Troisième étape, il faut également vérifier si les revues choisies, les revues candidates, ne font pas partie de la liste noire des revues prédatrices. Et on va en parler avec plus de détails sur les revues prédatrices et les éditeurs prédateurs. On va commencer par la première étape. Comment repérer les revues cibles ou les revues candidates? Et quels sont les critères? Le chercheur doit vérifier d'abord la couverture disciplinaire de la revue. Bien sûr, en fonction de la thématique, en fonction du sujet de votre recherche, vous allez choisir la revue. Donc, ici, vous avez le choix. Soit c'est des revues de spécialité, par exemple des revues en biologie, des revues en biochimie, en microbiologie, en toxicologie, etc. Soit c'est des revues de micro-spécialité. C'est-à-dire, dans la même spécialité, vous avez des micro-spécialités. Par exemple, en biochimie clinique, vous avez tout ce qui est, par exemple, le bilan lipidique. On va parler de ce qui est des lipidémies.
D'accord. En toxicologie, vous avez par exemple tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et si vous avez des revues spécialisées en micro-spécialité. Deuxième point à vérifier dans le choix de la revue, c'est le lectorat. Quel est le public cible de cette revue? Est-ce que c'est une revue généraliste ou une revue spécialiste? Est-ce que la revue est destinée pour les chercheurs, pour le monde scientifique, ou c'est une revue de vulgarisation scientifique? Elle est destinée pour des gens non spécialistes. Troisième point qu'il faut vérifier, c'est la notoriété de la revue. Quels sont les critères, quels sont les indicateurs de la notoriété de la revue? Bien sûr, le chercheur doit vérifier la composition de comités de lecture. Dans une revue, vous avez deux types de comités. Vous avez comité de lecture et comité éditorial. Donc, il faut vérifier la composition de ces deux comités. Vous avez un autre indicateur de la notoriété, c'est ce qu'on appelle l'impact factor, les facteurs d'impact. Et vous avez également le référentiel de classement. Il faut vérifier quel est le classement de cette revue dans ce domaine de recherche. Quatrième point, il est primordial pour le chercheur ou pour le doctorant de consulter les instructions aux auteurs avant de faire le choix. Et ça, c'est une étape souvent omise par les chercheurs ingénieurs. Je vais essayer de vous donner un exemple. J'ai choisi ici l'exemple d'une revue dans le domaine de la biochimie. C'est la revue de Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Ici, sur la page d'accueil, comme vous voyez, quelles sont les informations que je peux tirer à partir de la page d'accueil de la revue. C'est la page d'accueil, c'est le site web de la revue. Vous avez ici l'impact factor. Donc, vous voyez que cette revue a un impact factor acceptable de 3,59. Un autre point très important, vous voyez ici que cette revue, elle est publiée, elle est éditée par une société savante. Quelle est cette société savante? C'est la Société européenne de biochimie clinique et de missiles de laboratoire. Et ça, c'est un indicateur de qualité. D'accord? Toujours sur la page d'accueil de la revue, je trouve également d'autres informations. Par exemple, ici, c'est la périodicité. Vous voyez, la périodicité de publication. Cette revue, elle est publiée mensuellement. Et ça, c'est un point très important, surtout pour les doctorants. Vous êtes pressé de publier votre article, il ne faut pas soumettre à une revue, par exemple, annuelle, qui publie un seul numéro par an. Ici, vous avez une revue mensuelle. Donc, vos chances de publier votre article dans l'année 2020 sont importantes par rapport à une revue, par exemple, qui publie un numéro chaque 6 mois ou un numéro chaque année. Toujours sur la même page, vous trouvez ce qu'on appelle les topics. Les topics, c'est-à-dire c'est les sujets d'intérêt de cette revue. Cette revue s'intéresse à quelle thématique? Par exemple, dans cette revue, vous voyez quelles sont les thématiques. Vous avez Clinical Biochemistry, d'une façon générale, c'est la biochimie clinique. Vous avez Clinical Genomics and Molecular Biology. Vous avez également l'hématologie, Clinical Hématologie. Vous avez l'immunologie. Vous avez également d'autres spécialités, d'autres thématiques qui sont citées ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les topics. Donc il est essentiel, il est important que le chercheur vérifie quels sont les sujets, quels sont les topics acceptés par cette revue. Un autre point très important, toujours dans la page d'accueil, ce qu'on appelle article format. Quels sont les types d'articles acceptés par cette revue? Vous voyez ici que cette revue accepte les research articles, c'est-à-dire l'article original. Elle accepte également des reviews, des mini-reviews, opinion papers, point and counterpoint articles, editorials. Donc, il est important de vérifier ça pour ne pas se mettre votre article à une revue qui n'accepte pas les articles originaux. Il y a des revues qui publient uniquement des reviews ou des mini-reviews. Donc, ce n'est pas la peine de perdre votre temps et soumettre votre article à une revue qui n'accepte pas les articles originaux. C'est très important de vérifier cette partie. La partie la plus importante, bien sûr, c'est ce qu'on appelle Information for Authors ou Instruction for Authors ou également Authors Guidelines. J'ai téléchargé le document Information for Authors et on va essayer de le consulter ensemble. Donc, vous voyez ici, this is the summary of Authors Guidelines. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce document? Vous avez ce qu'on appelle Scope and General Policies of the Journal. C'est ce qu'on appelle les thématiques. Donc, ce journal accepte
quel type de thématique il s'intéresse, quelle est la ligne éditoriale de cette revue. Deuxième partie, toujours dans l'instruction auteur, c'est ce qu'on appelle Ethical Conduct of Research, c'est tout ce qui est éthique, les aspects éthiques de la publication. Troisième élément, c'est Submission of Manuscript, c'est le processus de soumission. Quatrième élément, c'est la préparation de manuscript. Et bien sûr, la dernière, c'est ce qu'on appelle le post-acceptance, après l'acceptation de votre article. Je vais vous montrer un exemple. Ici, vous voyez, c'est un tableau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, docteur Gouri. Très bien, très bien. Je continue. Donc, toujours Juste, docteur Gouri, Oui, excusez-moi de vous interrompre. Je demande à tout le monde de désactiver vos micros, s'il vous plaît. très bien. Je continue? Oui, allez-y, docteur. Très bien. Dans le même document de Authors Guidelines ou Instruction for Authors, vous avez ici une partie sur la préparation de votre manuscrit. Comme vous voyez, vous trouvez les différents types d'articles acceptés par cette revue. Vous avez les instructions. Par exemple, pour un article original, il faut que le nombre de mots, de word count, ne dépasse pas les 3500 mots. C'est très important. Donc, ce n'est pas la peine de rédiger un article de 6000 mots, d'accord, alors que vous n'avez pas consulté les instructions aux auteurs. Vous aurez ce qu'on appelle le desk reject. C'est quoi le desk reject? C'est-à-dire c'est un rejet sans révision. L'éditeur, il va rejeter directement, systématiquement votre article. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les instructions aux auteurs. J'attire votre attention sur ce point. S'il vous plaît, il faut bien vérifier, consulter les instructions aux auteurs avant de commencer la rédaction. Et non pas à la fin, avant de commencer. Donc ici, c'est un exemple. Vous avez également d'autres types d'articles, de review articles. Vous avez de word count, donc ne dépasse pas les 6000 mots. Vous avez également concernant l'abstract, par exemple pour un article original, dans cette revue, il exige de ne pas dépasser les 250 mots. Il faut mettre également a structured abstract, un abstract structuré. Et on va en parler, Inch'Allah, avec professeur Béchir. Vous avez également le nombre de keywords, nombre de mots-clés, c'est entre 3 et 6. Nombre de tableaux et de figures, donc ce n'est pas la peine de préparer 100 tableaux, vous avez uniquement 8 entre tableaux et figures. Et également le nombre de références, donc ce n'est pas la peine de gonfler votre bibliographie, vous avez le droit d'utiliser 50 références, et vous avez à la fin la structure de votre article. Donc votre article original doit obéir à cette structure. Introductions, materials, or subjects, subjects c'est vous avez l'outil clinique, and methods, results, and discussion. Vous voyez, c'est très important de consulter ce document. On continue toujours avec les critères de choix. D'autres critères. Vous avez un autre critère de choix, c'est les délais de publication. Ici, vous avez deux types de délais dans la publication. Vous avez le délai entre la soumission de votre article et la première décision prise par l'éditeur. Et généralement, ce délai peut aller de 4 semaines jusqu'à une année. Donc, vous voyez, vous allez attendre une année pour avoir une première décision. Bien sûr, c'est en fonction de la classe de la revue. Généralement, les revues internationales de renommée mettent plus de temps pour répondre ou pour donner une décision. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, beaucoup de soumissions. Deuxième délai, c'est le délai entre l'acceptation et la publication. Donc, je répète, pour les délais de publication, vous avez deux types de délais. Le premier délai qu'il faut vérifier, surtout pour un doctorant, c'est le délai entre la soumission et la première décision prise par l'éditeur. Et le deuxième délai, après l'acceptation, le journal va mettre combien de temps pour mettre en ligne ou pour publier votre article. C'est très important de vérifier ces deux points, ces deux délais. Un autre point très important, surtout pour les doctorants, c'est le taux d'acceptation, ce qu'on appelle acceptance rate. Donc, il faut vérifier toujours quel est le taux d'acceptation de cette revue. Bien sûr, ce taux d'acceptation diffère d'une revue à une autre. Généralement, les revues internationales de classe A, le taux d'acceptation ne dépasse pas les 15%. Et pour un doctorant qui est pressé de publier pour soutenir sa thèse, donc il faut choisir une revue avec un taux d'acceptation acceptable.
et bien sûr avec d'autres critères. On ne va pas se baser uniquement sur le taux d'acceptation. On doit prendre en considération les autres critères. Un autre critère, c'est le processus de révision. Est-ce que la revue a un processus de révision clair? Et également, quelle est la vitesse? Quelle est la rapidité de ce processus? Généralement, le processus de révision ne dépasse pas les 4 semaines. C'est-à-dire l'éditeur, il va envoyer votre manuscrit à 2 experts, à 2 lecteurs, 2 reviewers. Et ces 2 lecteurs, ils vont ou doivent répondre dans un délai de 4 semaines. Mais parfois, on dépasse ce délai. Pourquoi? Parce qu'il y a des reviewers qui vont désister ou ils ne vont pas répondre dans les délais. Un autre point très important à vérifier avant le choix de journal, c'est le mode de diffusion. Quel est le mode de diffusion de cette revue? Est-ce qu'elle publie uniquement une version papier ou elle a également une version électronique ou les deux? Alors, c'est la visibilité de cette revue dans les bases de données, ce qu'on appelle l'indexation. Cette revue, elle est indexée dans quelle base de données? Est-ce qu'elle est indexée sur PubMed? Est-ce qu'elle est indexée sur Scopus? Ou elle est indexée sur le Web of Science, etc. Donc, il faut vérifier ce point. Un point très important, c'est les frais de publication, surtout pour les gens qui préfèrent de publier dans les revues en open access. Les revues en open access, généralement, exigent des charges de publication qui doivent être payées par l'auteur et non pas par le lecteur. Donc, il faut vérifier ce point très important. Il faut choisir, bien sûr, en fonction de votre budget. Le dernier point qu'il faut vérifier, c'est le mode de publication. Donc, ici, vous avez le choix, soit entre le mode traditionnel, ce qu'on appelle le mode de silver, le mode argent. Ici, le mode traditionnel, c'est-à-dire c'est le lecteur payant. Ce n'est pas l'auteur qui va payer les charges, mais plutôt le lecteur qui va payer pour accéder à votre article. Donc, l'auteur ne paye pas, n'a pas de charge. Et vous avez le mode Gold, ce qu'on appelle le Open Access. Ici, c'est le contraire. Donc, votre article il est en accès libre pour tout le monde, mais vous devez payer les charges de publication. En fait, pour vérifier la notoriété de votre article, ou de votre revue, pardon, on peut se référer à ce qu'on appelle les classements internationaux. Un classement international pour évaluer les facteurs d'impact. Ici, j'ai pris 2 exemples. Un premier exemple, les ressources sont payantes. C'est l'exemple de celui de Thomson Reuters, le ex-Thomson Reuters, actuellement elle est appelée Clarivate Analytics. C'est des ressources payantes. Vous trouvez dans ce site, dans cette plateforme, la classification, le classement des différentes revues, indexées bien sûr surtout dans le Web of Science, le WOS, qui sont classées en fonction de leur notoriété et en fonction de ce qu'on appelle l'impact factor. Et on va parler, c'est quoi un impact factor? Deuxième exemple de classement international, c'est l'exemple de Simago. Le Simago GR, c'est des ressources gratuites. Donc, vous pouvez accéder gratuitement à ce site et consulter le classement de revues et leur notoriété. En fait, le Simago GR utilise le Data Source of Scopus. Donc, il fait partie de la base de données Scopus. Donc, Clarivate, c'est le Web of Science, WOS, et Simago, c'est le Scopus. Ici, je donne un exemple. J'ai pris une capture d'écran sur le GCR. C'est quoi, c'est le GCA? Le GCA, c'est le Journal Citation Report. Donc, c'est un rapport publié chaque année par Clarivate Analytics qui donne le classement des différentes revues indexées sur Web of Science, de WOS, qui sont classées en fonction de leur impact journal, qu'on appelle le impact factor. Donc, c'est quoi un impact factor? Tout simplement, un impact factor, c'est un outil d'évaluation ou de classification de revues scientifiques. Généralement, il est présenté dans ce qu'on appelle le GCA, le Journal Citation Report. Pour une revue, le facteur d'impact, ce qu'on appelle le facteur d'impact ou impact factor, sur 2 ans. J'ai pris ici l'exemple. Par exemple, un journal qui a un impact factor 2, ça signifie quoi? Ça signifie que les articles publiés dans la dernière ou les 2 dernières années dans cette revue ont été cités au moins 2 fois. Ça, c'est la signification de l'impact factor. Comment il est calculé cet impact factor? Vous avez ici l'exemple de la revue Nature. L'impact factor de cette revue en 2020 était de 25,81. Comment a été calculé cet impact factor? En fait, c'est un rapport entre le nombre d'articles
cités, c'est-à-dire le nombre de citations d'articles, dans les 2 dernières années, c'est-à-dire en 1998 et 1999. Donc, vous avez ici le nombre de citations des articles publiés dans la revue Nature en 98-99 est égal à 51 525. Divisé par, c'est un rapport, c'est un ratio, par le nombre d'articles publiés dans les 2 dernières années. C'est-à-dire en 98-99, il y avait 1996 articles publiés dans la revue Nature. Donc, pour calculer l'impact factor, on va diviser le nombre de citations dans les 2 dernières années, 98-99, sur le nombre d'articles publiés. Donc, on trouvera l'impact factor de cette revue, c'est 25,80. La deuxième plateforme, c'est la plateforme de SGR. On a dit que la plateforme de SGR utilise la base de données Scopus. Vous avez ici le classement. Vous voyez que le SGR utilise un autre indicateur bibliométrique, c'est ce qu'on appelle le SGR, et non pas l'impact factor. Donc, lorsqu'on dit impact factor, c'est par rapport à Clarivate Analytics. Donc, c'est par rapport au GCA. D'accord? Pour le SGR, pour le Scopus, on a un autre indicateur bibliométrique, c'est le SGR. Et on a également un indicateur qu'on appelle le H-index. En fait, le SGR calcule également l'impact des articles, c'est-à-dire le nombre d'articles publiés, nombre de citations, d'accord, dans les 3 dernières années. On va parler de H-index. On va essayer de détailler cet indicateur. Une revue qui a un indice H, elle est définie comme la valeur maximale de H, c'est-à-dire H article, d'accord, publiés dans cette revue et qui ont été cités au moins H fois. Lorsqu'on dit par exemple que cette revue a un H-index égal à 6, c'est-à-dire que cette revue, on trouve qu'il y a 6 articles qui ont été publiés au moins 6 fois. Je reviens au classement de SGR. Vous voyez par exemple ici la prestigieuse revue, Cancer Journal of Clinician. Vous trouvez que le H-index est égal à 137. Ça signifie quoi, 137? Ça signifie que dans cette revue, on a au moins 137 articles qui ont été cités au moins 137 fois. Donc, vous voyez, ça, c'est un indicateur très important pour évaluer la notoriété de la revue. Pour faciliter l'identification des revues candidates, c'est-à-dire pour un chercheur, vous avez ce qu'on appelle les outils d'aide à décision. C'est quoi ces outils d'aide à décision? En fait, c'est des plateformes dont le chercheur va trouver des revues qui ont publié déjà des articles dans les spécialités similaires à celles de votre manuscrit. Vous allez trouver des articles similaires à votre manuscrit. Ces ressources, qu'est-ce qu'ils vont étudier? Ils vont étudier surtout le résumé de votre manuscrit. Ils vont prendre en considération la thématique, l'abstract. Ils vont vous suggérer des revues potentielles qui vont accepter votre revue. Donc, vous avez ici quelques exemples. Vous avez le Journal Finder of Elsevier. Vous avez également le Journal Suggestion for Springer. Donc, c'est des bases de données. Par exemple, on va prendre le premier exemple, le Journal Finder of Elsevier. Ici, vous avez l'interface de plateforme Journal Finder de Elsevier. Il suffit de mettre dans cette case le titre de votre article, l'abstract, les mots-clés et le domaine de recherche. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de choix de sujet. On a parlé d'un sujet de perturbateurs endocriniens. On a dit que notre étude, notre sujet d'article, de publication, c'est l'étude de l'effet de phtalates, les esters de phtalates et leurs métabolites, sur la fertilité masculine. Donc ça, c'est un article qui a été déjà publié. J'ai pris juste à titre d'exemple. Je vais mentionner le titre dans le paper title. Dans le paper abstract, je vais mettre mon résumé abstract. Et je précise bien sûr de keywords, les mots-clés, et le domaine de recherche, field of research.
Field of Research, je vais choisir toxicologie. Et je clique sur Submit. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Vous aurez cette page. Ici, vous avez une trentaine de revues qui sont classées en fonction de quoi? C'est en fonction d'un score, ce qu'on appelle le text match score. C'est quoi le text match score? En fait, le text match score, c'est un indicateur de ressemblance entre votre article et des articles qui ont été publiés déjà dans Elsevier et publiés bien sûr dans cette revue. Par exemple, la revue Reproductive Toxicology. Quelles sont les informations que je peux tirer à partir de ce site? Vous avez d'abord le mode de publication. Vous voyez ici, vous avez le OS, le OA. Le OA, c'est quoi? C'est Open Access. D'accord? C'est le mode de publication Gold. Gold, c'est-à-dire non, c'est le Open Access. Et vous avez le S. Le S, c'est Silver. Silver, c'est-à-dire c'est le mode de publication en argent. Donc, cette revue Reproductive Toxicology, c'est une revue hybride. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? C'est-à-dire qu'elle accepte de publier en Open Access et également en mode traditionnel. Ça, c'est très important. Un autre indicateur, vous avez le Site Score. Le Site Score, c'est un indicateur d'impact, d'accord, qui est spécifique à Scopus. C'est l'équivalent de l'impact factor. Donc, vous voyez ici, l'impact factor de cette revue, c'est 3,20 et le Site Score, c'est 5,6. Une autre information que je peux tirer à partir de ce site, c'est ce qu'on appelle le acceptance rate, le taux d'acceptation, qu'on a déjà parlé dans les critères de choix. Vous voyez que le taux d'acceptation de cette revue, il est de 27%. C'est très important dans le choix. Une autre information, c'est time to first decision. C'est le temps entre la soumission et la première décision prise par l'éditeur. Vous voyez ici que le temps est estimé à 5 semaines. C'est acceptable. C'est acceptable. 5 semaines, c'est acceptable pour entre la soumission et la première décision. Un autre délai, c'est le time to publication. C'est le délai entre l'acceptation et l'apparition de votre article en ligne ou dans un numéro. Donc, vous voyez que le temps est estimé à 3 semaines. La même chose pour la deuxième revue, Toxicologie. Vous trouvez les mêmes informations, le mode de publication, OA, Open Access or Silver. Vous avez également le Text Match Score. Vous avez le Site Score, Impact Factor, le Acceptance Rate, Time to First Decision et Time to Publication. Donc, vous voyez que ces informations sont très importantes dans le choix de la revue. Troisième étape, une fois le chercheur il a repéré ces revues, c'est-à-dire les revues candidates, les revues cibles, on a dit que pour un chercheur algérien, il est primordial, il est important de vérifier si les revues cibles, les revues candidates choisies, figurent dans la liste arrêtée, acceptée par la DGRSDT. Donc, vous pouvez vérifier ça sur le site de la DGRSDT. Vous trouvez une catégorisation des revues scientifiques. La dernière édition, c'est l'édition de l'année 2019. Et également, il faut vérifier la liste des revues prédatrices et des éditeurs prédateurs. C'est très important de vérifier ça. Sinon, votre article, même publié, ne sera pas accepté. Et vous n'aurez pas l'accès à la soutenance. C'est très important pour les doctorants. Il faut vérifier est-ce que la revue elle est acceptée et dans quelle catégorie, A+, A ou classe B. Et également vérifier si cette revue ou les revues cibles choisies ne figurent pas sur la liste noire des revues prédatrices. Docteur Gouri, Oui? je pense que vous avez largement dépassé votre temps. Oui, j'ai dépassé le temps. Oui. Donc, on vous rajoute encore 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, je vais parler brièvement sur les critères de l'authorship et je vais essayer de discuter avec plus de détails dans la troisième partie. Voilà, on laissera ça aux discussions. Très bien. Très bien, merci. Donc, faire attention aux revues prédatrices ou les éditeurs prédateurs. En fait, les éditeurs prédateurs ou les revues prédatrices, c'est des revues qui utilisent le modèle Open Access où l'auteur paye les frais de publication, mais malheureusement, ces revues n'assurent aucun travail de révision ou d'édition. C'est-à-dire votre article va être publié tel qu'il est, sans correction, sans révision, sans édition. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de ces revues, c'est quoi? Bien sûr, c'est de gagner de l'argent.
Il n'y a pas un but scientifique au but de publication. Comment repérer une revue prédatrice? Généralement, les revues prédatrices envoient des invitations par mail aux chercheurs et on trouve ces mails généralement dans la section spam. Les revues prédatrices publient extrêmement rapide l'article scientifique, entre 4 et 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il n'assure aucun travail de révision ni de correction. Les frais de publication, ils sont modestes, généralement inférieurs à $50. D'accord. On trouve également des fautes d'orthographe et de grammaire, soit dans le site, soit dans les articles déjà publiés dans des revues. D'accord. Ici, j'ai pris un exemple d'un mail que j'ai reçu personnellement d'une revue prédatrice qui me sollicite pour se mettre un papier dans une de publication. Souvent, dans ce genre de mail, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Vous remarquez que la revue, elle essaie de vanter la réputation mondiale. Toujours, c'est International Journal, American Journal, British Journal. Donc, ils vont vanter la réputation mondiale. Deuxième indicateur, ils vont essayer de flatter l'auteur. Flatter l'auteur pour dire que son travail est intéressant, il mérite d'être publié dans une revue internationale, etc. Et également, une troisième manière, une troisième tendance, c'est d'inciter l'auteur à rejoindre la revue en tant que reviewer ou en tant que membre de comité de rédaction. Ça, c'est un exemple de mail envoyé par des revues prédatrices. Comment repérer les revues prédatrices? Vous avez également l'indexation. Il faut vérifier toujours sur les bases de données, est-ce que cette revue est indexée sur PubMed, sur Web of Science, sur Scopus, etc. Vérifiez la composition du comité de rédaction. Et souvent, vous trouvez des membres fictifs ou des professeurs ou des lauréats de prix Nobel qui ont été cités dans les comités de rédaction sans leur autorisation. Et aussi, il faut vérifier le processus éditorial de révision. Généralement, les revues prédatrices n'assurent aucun travail d'édition ou de révision. Très bien, on arrive à la fin de cette présentation. On va parler maintenant sur les critères de choix des auteurs. Donc, en fait, dans les critères de choix des auteurs, vous avez deux parties, deux entités. Première entité, c'est quelles sont les personnes qui méritent d'être citées dans la liste des auteurs. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, comment vous allez classer ces auteurs. Quel serait le premier auteur, le deuxième auteur et le troisième auteur? On va parler d'abord des critères de l'authorship. Ces critères ont été définis par le SCMJI. Le SCMJI, c'est un comité international des éditeurs de revues en sciences biomédicales. Ils ont défini 4 critères. Les 2 premiers critères, c'est les critères fondamentaux. Il faut que la personne participe à la conception de l'étude, acquisition des résultats ou analyse des résultats, analyse, interprétation et pratique dans le labo, dans le service, etc. Deuxième critère, il faut que cette personne participe dans la rédaction de manuscrits, la rédaction de la première ébauche, ou dans la correction, ou dans la révision. C'est les 2 critères principaux. Troisième critère, il faut que cette personne participe dans l'approbation de la version finale. C'est-à-dire, avant la soumission, l'auteur correspondant ou l'auteur principal doivent envoyer la version finale à tous les auteurs, à tous les co-auteurs pour valider. Et bien sûr, le dernier critère, c'est le respect de l'intégrité de l'éthique. Il faut que l'auteur participe dans la conception, dans la rédaction, et systématiquement, il doit approuver la version finale et s'engage à respecter l'intégrité de l'éthique liée à la publication scientifique. Je pense que je dois m'arrêter à cette partie. Et on va essayer, Inch'Allah, de continuer dans la troisième partie, partie débat. On va essayer de répondre à vos questions. Et je cède la parole à mon collègue, professeur Bachir Abdelkader. À vous la parole. Merci beaucoup, Dr Gouri, pour cette brillante présentation. Et bien sûr, vous allez rester avec nous pour débattre le sujet après l'intervention du professeur Bachir. Sans plus tarder, donc, on passe la parole à notre cher professeur Bachir Ben Arba pour faire donc sa partie. Allez-y, professeur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
Donc, j'ai tout le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, justement pour parler d'un sujet très, très important. Je ne sais pas si vous me recevez ou non. Oui, 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 le son, il est Très bien. impeccable. Très bien. Donc, je vais partager l'écran. Donc, vous me faites signe, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, ma partie, donc, c'est une continuité de celle qui vient d'être entamée par mon ami et notre collègue professeur, donc, docteur Goury. Et le plus important pour nous dans le domaine académique, c'est de publier nos articles. C'est-à-dire que le chercheur, il travaille soit pour sa thèse, soit pour sa carrière ou même pour ses projets. Et voilà. Et après, normalement, on est appelé à vendre notre marchandise. Et en tant que scientifique, notre marchandise, ce sont les articles. Et comme venait de le préciser Dr. Adel, nous avons plusieurs types d'articles. Nous avons ce qu'on appelle research paper ou original article dans lequel on met des résultats de nos expériences. Nous avons ce qu'on appelle literature reviews, et donc les revues de littérature dans lesquelles on essaie de donner une synthèse de ce qu'on appelle l'état de l'art. Et même dans les revues de littérature, literature reviews, nous avons plusieurs types, hein. Nous avons ce qu'on appelle narrative review, une revue narrative très simple. Nous avons ce qu'on appelle systematic review, des revues systématiques dans lesquelles nous avons des conditions, d'autres critères et qui demandent beaucoup plus de travail d'analyse et surtout d'évaluation des qualités des études incluses. Nous avons ce qu'on appelle des meta-analysis, les méta-analyses, et bien sûr, nous avons d'autres types de publications comme ce qu'on appelle les notes, correspondence, letters to editor, opinion, editorial et ainsi de suite. Alors, moi, je travaille comme éditeur dans plusieurs journaux et malheureusement, notre travail comme éditeur, c'est de faire le méchant qui rejette des articles. Moi, je le dis toujours, et même moi, quand je soumets des articles, je sais que derrière l'écran, il y a un autre méchant comme moi qui va essayer de rejeter l'article pour plusieurs raisons. Et parmi les raisons les plus importantes que nous utilisons pour rejeter des articles. Moi, je parle des revues internationales avec un impact factor important, qui sont très bien indexées, qui reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de soumissions. Et donc, il y a une compétition. Vous me recevez? Oui, oui. Très bien. Donc, voilà, donc, on joue le rôle du méchant qui rejette des articles. Et parmi les raisons du rejet, c'est la langue. Et le problème des Algériens, moi je l'ai, enfin des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, peut-être des Sénégalais, des Maliens, les francophones en général, c'est surtout un problème de langue. C'est pas un problème de fond, c'est pas un problème de résultat. Parfois il y a tellement de résultats, mais après c'est la langue qui leur échappe et du coup, donc ce qu'ils soumettent, c'est un torchon. Je m'excuse de le dire, mais c'est un torchon sur le plan grammatical, sur le plan. Et donc, il y a des critères. Et dans cette intervention très, 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 très courte, on va parler un petit peu de ces critères donc, qui sont utilisés dans le domaine de la rédaction en anglais. Alors, donc, some guidelines. Donc, on va parler de quelques guidelines. Alors, surtout, on va parler pourquoi doit-on publier en anglais? C'est important. Pourquoi? Deuxième des choses, donc c'est quoi ce qu'on appelle the basic word order? Donc c'est vraiment c'est l'atome de la langue de l'anglais scientifique. Et by the way, comme on dit, l'anglais scientifique est vraiment c'est un anglais qui est facile, hein. En fin de compte, quand on est francophone ou même arabophone, on va découvrir que l'anglais scientifique c'est un anglais qui est vraiment facile. Pourquoi? Parce que on va voir que vraiment c'est des blocs, c'est des petits blocs donc, c'est des petites phrases. On peut répéter le sujet sans aucun problème. On évite les phrases vraiment complexes avec des tournures linguistiques complexes. Il y a des tournures linguistiques qui se répètent.
les mêmes tournures linguistiques. Et donc, vraiment, enfin, à la fin, on va découvrir que c'est vraiment une langue qui est facile, l'anglais scientifique. Et après, on va aborder donc brièvement ce qu'on appelle the linking words et aussi ce qu'on appelle le paraphrasing. Donc, le paraphrasing, donc, c'est surtout c'est comment éviter le plagiat. Et par la suite, on va parler de ce qu'on appelle the effective writing, quelques petits conseils pour écrire d'une façon efficace. Et avant de finir, on va vous présenter le cours, ce qu'on appelle Academic Essay Writing. Donc, c'est un cours online, c'est une formation online de MedLife Academy avec BNG Academy, qui est destiné aux chercheurs, donc qui est dans sa 8e ou 7e session. Voilà, donc on va démarrer. Premièrement, pourquoi doit-on publier en anglais? Alors, si on va parler brièvement, vous savez, l'anglais aujourd'hui, c'est la langue du monde. Je vous apprends rien, c'est la langue du monde, mais surtout, c'est la langue de la science. La science est produite, partagée et avec une publicité en anglais. Alors, dans ce slide, donc en 1964, 50% des articles publiés dans le domaine Medline était en anglais. En 2015, on est arrivé à 96%. Et même les 4% qui restent, donc c'est toujours un abstract en anglais. Donc, vous voyez que l'anglais, c'est la langue du monde. Aujourd'hui, tous les chercheurs du monde parlent une seule langue, c'est l'anglais. Alors, pour les gens en français ou en arabe, malheureusement, tant pis pour vous, vous n'existez pas dans le monde. Si vous ne publiez pas en anglais et dans des revues de renommée, vous n'existez pas dans le monde. Donc, vous avez le choix entre être dans ce monde et appartenir à cette communauté scientifique, être reconnu parce qu'après, par la suite, comme il avait précisé Dr. Adel, c'est que un chercheur, il est dans la quête de la reconnaissance. Le H-index, l'impact factor de la revue, etc. Et plus on excelle dans ce domaine, plus on est reconnu mondialement. On va travailler comme reviewer, on va travailler comme expert. Notre nom va être entendu dans la sphère scientifique. Et un de ces jours, on va accéder à un statut international scientifique de reconnaissance. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, nous, Algériens, Maliens, Sénégalais, parce qu'on a l'habitude de faire des formations pour la communauté francophone. Donc, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des Maliens, des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains. Le problème, pour nous, on n'est pas native speaker. Hein, notre langue maternelle n'est pas l'anglais. Alors, le problème qui se pose est multiple. Premièrement, on a ce qu'on appelle les différences culturelles, hein, cultural differences. Donc, les différences culturelles, c'est que le problème qui se pose, c'est que nous, on pense en arabe ou en français, on va rédiger en arabe, en français, et après, on va essayer de traduire tout ça en anglais, on va le transcrire en anglais. Et donc, du coup, de la première langue que nous avons, que nous maîtrisons, ou la langue avec laquelle on travaille, le français pour les scientifiques ou l'arabe pour les sciences humaines. Et donc, de cette réflexion et tout ça, peut-être de cette rédaction en cette langue, et puis le basculement vers une autre langue, eh ben, on va tout perdre. On va tout perdre et vous pouvez faire l'expérience en faisant la traduction avec Google Translate. Vous allez vous retrouver avec un autre texte, d'autres idées, d'autres other meanings. Et dans ce problème, donc, nous avons une barrière culturelle. Nous avons aussi une barrière grammaticale. Et ça, c'est vraiment pour nous, Algériens et Maliens et francophones. Donc, c'est que dans le domaine du français, nous avons des tournures linguistiques qui se répètent. Et donc, nous avons une manière d'écrire. Cette manière, malheureusement, n'est pas acceptée pour un anglophone. Et on va voir dans le Basic Word Order, par exemple, en français, en espagnol, en arabe, on a tendance à écrire des phrases longues. Un anglophone, il va speaker un air, hein, il va avoir un AVC, il ne peut pas accepter des phrases longues. Et par exemple, moi, en tant que reviewer, plusieurs reprises, donc je détecte sans voir le nom que c'est un chercheur qui est francophone ou arabophone parce qu'on trouve des phrases longues. Et plus la phrase est longue, plus on va faire des erreurs et plus le lecteur va se fatiguer de votre manière de dire les choses et il va comprendre que vraiment vous écrivez en une autre langue que l'anglais. Donc on va voir que vraiment l'anglais, c'est des petites phrases, c'est des blocs
qui se répètent sans aucun problème. Et en rassemblant tout ça, en mettant des linking words, on va avoir on va avoir un très bon texte par la suite. Alors, voilà, donc comme je vous le disais, si vous n'arrivez pas à publier en anglais, tant pis pour vous, vous n'existez pas. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le fameux publish or perish. Soit vous publiez, soit vous allez mourir. Et donc, maintenant, par exemple, dans les grandes universités, dans les grands centres de recherche, ils sont arrivés à ce qu'on appelle de publish and perish. Pourquoi? Parce que vraiment, on est toujours dans la quête dans la quête de l'excellence et du coup, donc, on doit publier de façon continue dans des journaux avec un impact factor important. Et du coup, si on ne maîtrise pas cette langue, on ne peut pas publier. D'accord? Donc maintenant, on va parler de ce qu'on appelle du Basic Word Order. En anglais, nous avons, il faut le comprendre, nous avons des règles. Alors, la première règle que tous les chercheurs doivent avoir dans la tête, c'est ce qu'on appelle the KISS rule. Alors, c'est quoi the KISS rule? Il faut mettre ça dans la tête dès aujourd'hui. C'est keep it short and simple. Les Américains disent autre chose un peu vulgaire, keep it short, stupid. Il faut être stupide et écrire des phrases vraiment courtes. Ça, c'est la première règle qu'il faut avoir dans la tête. Il faut écrire des phrases courtes. Subject, verb and object. Il ne faut pas essayer d'avoir des phrases compliquées avec des informations, ce qu'on appelle des parenthetical information. Donc, c'est des phrases, ce qu'on appelle c'est-à-dire, ça c'est vraiment typiquement en français. En français, on va dire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le cancer, virgule, qui est une maladie très connue due à une division anarchique des cellules, virgule, serait due à un anglophone, il va s'exploser, il ne peut pas. Il peut pas. Un anglophone, quand vous mettez le subject, le sujet, il va directement chercher le verbe. Et après le verbe, il va directement chercher l'object. Donc, si vous allez vous contenter et jouer à mettre comme on le fait en français, en arabe et en espagnol, on va mettre des mots, des phrases. Et là, un anglophone, il ne peut pas lire. Hein. Il ne peut pas lire, il ne peut pas vous suivre. Et voilà, il ne peut pas avoir. Il peut pas avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle accurate, concise, precise. C'est short. Donc, il faut mettre ça dans la tête. Keep it short and simple. Plus c'est court, plus c'est simple, plus votre texte sera lu, sera digestible. Plus vous allez avoir des phrases longues, donc vous allez avoir un torchon, je m'excuse pour le dire, mais vous allez avoir un truc qui n'est pas accepté. Donc, ce qu'on appelle unsuitable style. C'est un style qui n'est pas souhaitable. Donc, on a ce qu'on appelle le style souhaitable. Alors, il faut mettre ça dans la tête. Pour language, equal rejection. Ça, moi, je l'ai à chaque fois. On expertise plusieurs articles. Moi, j'expertise presque 5-6 articles par mois dans les journaux avec au Impact Factor. Hein. Voilà, plusieurs articles sont rejetés directement à cause de leur langue. Et tout à l'heure, monsieur Dr Goury, vous avez parlé de ce qu'on appelle des desk decision ou la editorial decision, c'est-à-dire que votre papier ne va pas suivre donc ce qu'on appelle peer review, il ne va pas être envoyé aux reviewers pour voir s'il va être accepté ou non, mais directement, on va vous le rejeter. On le fait, voilà, moi je le fais en tant qu'éditeur associé dans plusieurs journaux, et voilà, c'est-à-dire dans plusieurs journaux, on reçoit une centaine d'articles par semaine, et on est obligé de rejeter 80%. Et donc, on va essayer de chercher des bêtises. Donc, parmi je pense, la première des choses, c'est la langue. On va lire le titre, abstract, un petit peu la discussion. Si on va trouver que vous écrivez dans un style qui n'est pas normal, vous mettez ce qu'on appelle informal words, donc not formal, parce qu'il y a ce qu'on appelle formal words, donc des mots qui sont soutenus. Il y a informal words. Donc, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, par exemple, but.
BUT, donc très utilisé par les Algériens. On a however, on peut le remplacer par however ou la nonetheless, nevertheless. Si on va voir, par exemple, vous mettez des phrases tellement longues où une subject fait blassa ou l'object fait un autre continent ou le verbe les deux avec 2000 km, on va rejeter. On ne peut pas lire, on peut pas lire. Parmi aussi, je vous donne quelques conseils. Ça, c'est typiquement algérien. Des fois, on écrit toujours, je le dis dans les formations. We write to express, not to impress. Donc, we write to express, not to impress. On écrit, on rédige pour exprimer et non pas pour faire ébahir les gens, pour émerveiller les gens. Voilà, pour le dire, donc il faut écrire d'une façon à vous exprimer. Vous êtes en train d'écrire un article scientifique. Donc, il ne faut pas chercher des tournures tellement littéraires et tout. Deuxième des choses, il ne faut pas essayer de mettre des temps de résultats. Parce que si vous allez mettre des temps de résultats, l'article sera rejeté. Bon, peut-être il y a des gens qui seront choqués. Vous mettez plus de résultats, tellement de résultats, parce que vous dites dans la tête, on met plus de résultats pour dire j'ai beaucoup de travail, c'est intéressant, il faut le publier. On ne publie pas. Vous savez pourquoi? Parce que ni l'éditeur, ni l'associate éditeur, ni les reviewers ne vont avoir l'audace d'accepter un article avec plusieurs résultats, plusieurs techniques, et des fois, le reviewer ou l'éditeur, il va maîtriser une partie. Donc, il ne peut pas mettre en jeu sa crédibilité. Donc, il faut faire attention de la langue, du style et de la structure. Donc, long sentences, unclear sentences, complicated sentences and ungrammatical sentences. Donc, c'est des phrases qui sont longues, qui sont non claires, donc vraiment qui dans la confusion, qui sont très compliquées, comme je viens de le dire, ou bien là où il y a beaucoup de fautes grammaticales et tout, votre article sera rejeté, malheureusement, et c'est le cas de plusieurs, d'un grand pourcentage d'Algériens. Voilà, si on va par exemple maintenant, on va voir ce qu'on appelle the basic word order. Alors, tout simplement, quand vous allez écrire, rédiger votre texte, il faut avoir dans la tête cet ordre. Subject, verb and object. La règle d'or, c'est de les mettre tous ensemble. D'accord? C'est de les mettre tous ensemble. Donc, vraiment, keep them as close as possible, okay, to each other. Donc, when we have the subject directly, we have the verb. And directly after, we have the subject. OK? Donc, Inch'Allah, dans la formation, pour les gens qui vont suivre la formation Tana par la suite, donc, on aura beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'activités, parce qu'il y a plus de, il y a ce qu'on appelle tips, il y a hiyal, il y a des astuces. D'accord? Parce que vous savez, la rédaction, ça devient quand même métier par la suite. C'est un métier. Donc, on le dit, il y a des chercheurs, tapez 2 figures, un tableau, et va vous écrire un article. En 2 jours, 3 jours, vous aurez votre article. Des gens, c'est le cas de certains, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rédiger des articles, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de résultats et des fois qu'ils maîtrisent l'anglais. D'accord? Donc, ça, c'est la règle d'or. Basic Word Order, c'est un ordre qui est strict. D'accord? Parce que l'anglais fait partie de ce qu'on appelle des SVO languages. Les langues qui sont basées sur subject, verb and object. Et dans la tête, keep them as close as possible to each other. Évitez de mettre des trucs entre le sujet, le verbe et le object. Parmi les conseils qu'on vous donne dans la rédaction, donc si on arrive à rédiger en ce qu'on appelle the subject verb, the basic word order, subject verb and object, nous devons ornementer notre texte avec ce qu'on appelle linking words. Et ça, c'est mon avis, hein, c'est parmi les points faibles des Algériens ou des francophones en général. On ne sait pas parce que des fois, il faut comprendre en tête qu'un article, c'est comme un roman. D'accord? On doit avoir ce qu'on appelle le flux logique. C'est-à-dire que je dois lire avec plaisir votre article. Il ne faut pas se mettre dans la tête qu'un scientifique, quand il lit, il n'a pas de sentiment. Un scientifique, il doit avoir ce qu'on appelle un flux logique. Donc, le flux logique, on va l'avoir comment? On va l'avoir avec ce qu'on appelle linking words. Donc, c'est quoi les linking words? Donc,
Et quand on a ces linking words, quand on a des gens qui maîtrisent les linking words, écoutez, donc, on va adorer votre texte, surtout l'abstract. Hein. Moi, je dis toujours à mes doctorants, quand on fait des formations, il faut mettre une ou deux linking words dans l'abstract, comme ça, pour attirer l'éditeur, pour attirer le lecteur. C'est intéressant. Et moi, en tant qu'éditeur, ça me touche. Quand je trouve although, bah, je suis tombé amoureux de although, ou là, de moreover, furthermore, nevertheless, nonetheless, vraiment, le type est vraiment une maîtrise. Alors, pourquoi? Parce que aussi ces linking words, et ça c'est écrit ici, donc dans la fin, ce qu'on appelle des balises. Les linking words, c'est quoi? C'est comme des signaux. Donc, vous êtes dans la voiture et vous avez des panneaux de signalisation. Alors, des fois, par exemple, pour vous donner une idée, par exemple, vous écrivez un paragraphe. Vous parlez, je ne sais pas. Vous êtes pour une technique ou pour un résultat. Vous êtes pour. Et dans le deuxième paragraphe, vous allez donner les avis d'autres gens qui sont contre. Alors, le lecteur, comment il va savoir que de ce paragraphe au deuxième paragraphe, vous avez sauté du pour au contre? On doit mettre quelque chose qui va lui dire, ah, maintenant, on va basculer vers le contre. Donc, on va mettre ce qu'on appelle, par exemple, nonetheless, or nevertheless, or however, I don't know. OK. Des fois, vous êtes en train de parler, par exemple, vous avez un résultat. Votre traitement a donné un résultat positif sur un bilan lipidique. Je dis n'importe quoi. Et donc, vous voulez dire que vous allez ajouter des références, des textes pour confirmer ça, corroborer ça. Alors, le lecteur, il doit avoir ce qu'on appelle un signal. Ah, donc, si vous allez mettre, par exemple, in fact, ou I don't know, actually, ou indeed, on va comprendre, ah, donc ce que vous allez mettre maintenant, ce qu'on va lire maintenant, ça va confirmer ce que vous venez de dire auparavant. Et donc, donc c'est des balises. C'est des panneaux de signalisation dans le texte. Si on n'a pas ça, on est perdu. Si vous êtes dans une autoroute ou dans, je ne sais pas, dans une route et vous n'avez pas de panneau de signalisation, donc vous allez avoir des accidents. Un anglophone, il ne peut pas suivre, on ne peut pas lire un texte dans lequel on ne trouve pas des panneaux de signalisation. Donc, pour les linking words, nous avons plusieurs linking words, plusieurs familles. Donc, par exemple, nous avons une famille pour, si on veut, ce qu'on appelle add information, donc furthermore, moreover, in addition, besides. Nous avons par exemple results, accordingly, consequently. Nous avons par exemple ce qui est opposition. Donc on peut trouver although, though, in spite of, despite. On peut avoir aussi opposition between two paragraphs, donc entre deux paragraphes. On peut utiliser nonetheless, nevertheless, and so on and so forth. Donc vous avez plusieurs types de linking words. Il faut les utiliser et tous les gens qui ont suivi nos formations, ben, ils tombent amoureux de ces linking words. Des fois, ils en abusent au début, hein, mais après, il faut les utiliser avec modération. Donc, moi, vous allez avoir les articles parus dans les grandes revues, vous allez avoir une vingtaine de fois, trentaine de fois, enfin, je dis n'importe quoi, mais tout dépend de l'article, mais dans chaque paragraphe, vous allez avoir un ou deux linking words. Donc, il faut les maîtriser. Alors, maintenant, on va parler d'une chose qui est très importante, ce qu'on appelle le paraphrasing. C'est une des compétences les plus importantes, les plus avancées qu'un chercheur doit avoir quand il rédige en anglais. Alors, le paraphrasing, c'est quoi? C'est la technique pour éviter d'avoir du plagiat. D'accord? D'avoir du plagiat. Alors, c'est quoi le paraphrasing? C'est de réécrire la phrase en utilisant nos mots et notre style. Le plus important, c'est quoi? C'est own words, mais own style. Donc, ça veut dire quoi? Alors, le plus important, c'est qu'on doit garder the same meaning, on ne va pas changer le sens. Et deuxième des choses, on essaie d'avoir la même longueur, voire même un peu moins, ça serait mieux. Parce que je vous ai pas dit une chose, c'est qu'en anglais, les anglophones sont vraiment avares. Hein. C'est des gens mshahin, qui m'en. Donc, moins vous utilisez de mots, mieux c'est votre article. C'est pour cela, par exemple, dans les articles, ils vous disent pas plus de 3000 mots. Hein. On ne va pas mettre 10 000 mots, on n'a pas le temps pour vous lire. Il faut mettre ça dans la tête. Donc, un anglophone, la phrase, tellement elle est courte, elle est mieux.
Plus c'est lent, plus c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, quand on essaie de faire ce qu'on appelle le paraphrasing, donc il faut mettre ça dans la tête. On va réécrire la phrase en utilisant nos mots, our words, et en essayant d'avoir la même longueur, voire moins de la phrase. Donc, je dis n'importe quoi. La phrase avait 20 mots, avoir 20, voire 17 ou 15, ça serait mieux, mais attention, il ne faut pas changer le sens. Et le plus important, il faut mettre la citation. C'est vrai que vous avez changé la phrase en utilisant vos mots, votre style, mais ça, ce n'est pas votre phrase. C'est une phrase qui est tirée, qui est refaite à partir d'autres phrases, d'autres gens. Donc, il faut mettre la référence. Donc, pour les gens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et alors les articles, ils copient une phrase, je ne sais pas, une définition, une discussion, etc. Il va mettre ça dans son article, copier-coller, il va mettre la référence. Il va dire, puisque j'ai mis la référence, donc ce n'est pas du plagiat, non, c'est du plagiat. C'est comme ça. Et maintenant, toutes les revues sont dotées de logiciels anti-plagiat, de logiciels qui sont vraiment très performants. Donc, il y a même, par exemple, nous travaillons dans des revues où même si vous avez utilisé, c'est-à-dire un changement important du texte, surtout pour les gens littéraires. Parce qu'ils font ça, ils prennent un texte, ils changent pour dire ah, que c'est mon texte. Ils vont le découvrir. Après, donc, ils vous nous donnent le pourcentage et les sources et tout. Et donc, on va directement. Il y a plusieurs, par exemple, revues, plus de 15% de plagiat, c'est rejeté. Il y a des gens qui admettent 20, mais vraiment, c'est interdit. Donc, copier-coller une phrase, même avec la référence, c'est du plagiat. Il faut faire très attention. Donc, il faut faire du paraphrasing. Alors, vraiment, pour aller un peu plus vite, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en paraphrasant? Donc, un, c'est don't copy the original sentence. Il ne faut pas utiliser beaucoup de mots de la phrase originale, on va le voir. On doit garder ce qu'on appelle keywords, mais on doit changer le reste. Donc, si vous allez avoir, par exemple, une phrase à 20 mots et vous allez keep, donc vous allez garder 12, ce n'est pas du paraphrasing, hein, c'est du plagiat. Donc, il ne faut pas don't change the meaning et don't leave out the important information. Donc, alors, comment on fait donc, pour aller un petit peu plus vite? Donc, comment on fait pour faire ce qu'on appelle du paraphrasing? Alors, la première des choses, c'est de préciser, c'est de choisir quels sont les keywords, quels sont les mots-clés qu'on ne peut pas les enlever. D'accord? Et deuxième des choses, donc, choose the keywords. Donc, la technique, donc soit je vais souligner, soit je vais les mettre en gras, soit je vais les mettre en surbrillance avec Word ou as you like. Deuxième des choses, donc, on a les mots les plus importants, 2-3 mots, pas plus, hein, qui sont les mots-clés. Donc, je dis n'importe quoi, mais diabète, on ne va pas le changer. Diabète, c'est diabète. Si vous avez travaillé sur, je ne sais pas, un polymère, polymérisation en chaîne, chain polymerization, donc on va mettre chain polymerization. Donc, c'est le mot-clé. Mais après le reste, on doit le changer. Alors, comment le changer? On doit trouver des synonymes. Vous allez me dire, mais où on va trouver des synonymes? Maintenant, nous avons beaucoup d'outils en ligne. Nous avons le Thesaurus Online et nous avons aussi le Collins Dictionary. Le Collins Dictionary qui est très important. Et deuxième des choses, donc, même en utilisant ces mots, on va choisir les mots qui ont un meaning, qui ont un sens vraiment très proche de ça. Et à la fin, on doit changer le style. Donc, quand on dit changer le style, c'est d'être du passive voice vers active voice ou l'axe, noun, verbs, noun. Donc, vraiment, on doit changer le style. Alors, parmi les conseils pour finir, c'est typiquement algérien, c'est le the. Les Algériens sont des champions du monde dans l'utilisation des the. The disease is the cause of the results obtained in the. Et donc, vraiment, the, c'est vraiment quelque chose pour définir. Donc, quand on dit the disease, donc la maladie, ça veut dire qu'on a déjà identifié cette maladie dans le texte. Après, on enlève le the. On a aussi le of. C'est vraiment extraordinaire, le of, les and. Et surtout, les Algériens sont très champions dans that, who, whose, whom. Vous savez pourquoi?
Ça vient du français, c'est pas francicisme. Parce qu'on utilise des phrases longues. La maladie dont on avait parlé, dans lequel il a été. Vraiment, un anglophone, il va avoir un AVC, il va avoir un arrêt cardiaque. Il faut mettre des phrases courtes. Subject, verb, object. Vous avez une phrase longue, coupez-la en deux. C'est simple. Break down the long sentences. Coupez-les en deux. Vous pouvez répéter le sujet. C'est pas méchant en anglais. D'accord? Donc, repeat the subject. Donc, parmi aussi les conseils, c'est use more verbs than nouns. Plus de verbes que de noms. Par exemple, vous voulez dire analyse. D'accord? C'est mieux de dire we analyzed que an analysis has been carried out. Donc, nous avons analysé mieux qu'une analyse a été faite. Alors qu'en français, une analyse, c'est mieux que nous avons analysé. Mais en anglais, non. En anglais, c'est more verbs than nouns. Alors, pourquoi? Parce que the verb is the action, is the power, is the strongest form of a noun. C'est la forme la plus forte d'un mot. Donc, more verbs than nouns. Parmi les règles canadiennes, c'est one verb instead of a verb plus a noun. Ça, c'est typiquement algérien et c'est francophone. We compared, bon, je vous ai donné deux phrases. We compared X and Y, or we made a comparison of X and Y. Donc, vous allez me dire que les deux phrases sont correctes, oui. Mais la deuxième phrase, we made a comparison, c'est un anglais qui n'est pas souhaitable. D'accord? We compared X and Y. Donc, vous allez voir que cette phrase est plus longue que celle-là, donc on va choisir celle-là, tout simplement. Deuxième des choses, c'est un verbe, plus de force. Et donc, un anglophone, il va choisir cette phrase, alors mieux que celle-là. Ça, c'est le style francophone algérien. Ça, c'est le style anglais. Donc, je vous ai donné quelques astuces. D'accord? Et ça, c'est vraiment typiquement algérien. On le fait tous. Hein. D'accord? Parmi aussi les règles, c'est ce qu'on appelle use parallel constructions. What does mean parallel constructions? Ça veut dire qu'on a une phrase qui a deux parties. Et donc, parce qu'on n'est pas formé, donc on a tendance à déséquilibrer la phrase. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, on va voir cette phrase. We perform this experiment to analyze un verbe à l'infinitif, the relationship between X and Y, and for studying, donc c'est the ing form de gerund, the effect of Y on Z. Là, nous avons utilisé un verbe à l'infinitif, là où nous avons utilisé l'ing form. Donc là, pour un anglophone, il y a un déséquilibre. Et ça, c'est vraiment mauvais. Ce sont le premier sentiment. Si on va voir ça, par exemple, c'est vraiment dans les objects, dans les aim of the study. Dans les abstracts, vous devez mettre the aim, l'objectif de votre étude. Et ça, si on va trouver ça, premier pressentiment, c'est mauvais. Donc, on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais, donc on ne va pas s'aventurer. Déjà, si on va trouver deux autres ou trois autres phrases d'erreur, on va rejeter l'article. On n'a pas le temps pour vous corriger votre anglais. Bon, l'éditeur Salik Amo, nous avons reçu plusieurs articles dont on ne peut pas accepter le vôtre, ou bien il va être méchant, il va vous dire you should improve your language before submitting your article. Donc, vous devez améliorer votre langue en bas de celle-là. Donc, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est d'équilibrer ce qu'on appelle parallel structures. Hein? Parallel. Donc, nous avons utilisé un verbe à l'infinitif ici, to analyze, study à l'infinitif. Et vous avez remarqué que to, استخدمناها une seule fois. Parce que قلت لكم باللي un anglophone, c'est vraiment quelqu'un مشحح, avare. Donc, il ne va pas utiliser beaucoup de mots. Donc, to, استخدمناها une seule fois. On va dire to study à l'instant de to. Donc, how to study and analyze. Donc, to analyze, c'est le verbe à l'infinitif et study, c'est le verbe à l'infinitif. Donc, au lieu de mettre studying, on a mis study. Donc, on a équilibré la phrase. Et la même chose, donc si on va utiliser par exemple ing form for Lula, donc we perform the experiment for studying, blah blah blah, and for analyzing the relationship, blah blah blah, and ما نزيدوش for نقلعوا for parce que ça y est, on a mis for une seule fois, c'est bon. Studying, donc vraiment c'est équilibré, c'est ce qu'on appelle the parallel structure. Donc à la fin, je vous présente la formation. Donc la formation, ça s'appelle Academic Research Writing. C'est une formation qui est faite par BNG Academy et MedLife Consult. Nous avons la chance d'avoir une nouvelle plateforme technologique professionnelle qui nous a coûté très cher à MedLife.
c'est MedLife Academy. Donc, c'est la première plateforme vraiment professionnelle en Algérie et on doit se féliciter pour ça. Donc, voilà, le travail, donc ce cours, ça s'appelle Academic Research Writing. Il se fait totalement en ligne, donc sur 2 phases. La phase 1, Methodology. Donc, on va voir ce qu'avait parlé Adel, mais plus de détails, plus d'activités, plus de tutorat, tout ça. Donc, vous allez démarrer vraiment, vous allez devenir professionnel dans la méthodologie. Et deuxième phase, donc 5 semaines en méthodologie et 5 semaines dans la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase English for Academic Writing. Donc, c'est ce que je venais de dire. Donc, vous allez voir. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Ça, c'est l'interface de notre MedLife Academy, la plateforme MedLife Academy. Et donc, vous allez voir que nous avons plusieurs formations, formation médicale continue, pharmacie, pédagogie médicale, et nous avons formation académique, ou encore c'est la formation. Donc, vous allez cliquer, vous allez avoir le webinaire d'aujourd'hui, vous allez voir l'analyse statistique, nous avons une formation sur l'analyse statistique, et nous avons la rédaction scientifique en anglais, c'est l'Academic Writing. Donc, si vous allez trouver ici, vous allez rentrer, donc vous allez suivre la formation qui va se faire sur 10 semaines et dans laquelle, normalement, vous allez être formé. Première partie, première phase pour être expert dans le choix du journal, la méthodologie, structurer votre article, etc. Et dans la deuxième phase, donc c'est l'anglais, comment écrire les phrases, comment écrire les résultats, comment écrire une discussion, comment écrire un abstract, comment répondre aux reviewers, comment écrire un cover letter, la lettre d'accompagnement de votre article, donc les linking words, tout ça. Donc, le paraphrasing, une semaine dédiée pour le paraphrasing, comment faire un paraphrasing, un vrai paraphrasing. Et donc, normalement, à l'issue de cette formation, vous allez devenir, bon, on ne va pas dire un grand rédacteur, vous allez devenir autonome, vous pouvez rédiger votre article en toute simplicité. Moi, j'ai une doctorante qui a suivi la formation, ça fait 2 ans, je pense, et elle m'a soumis, parce que je lui ai demandé de faire la literature review. Elle m'a écrit la literature review. Quand elle m'a envoyé la literature review, c'était tellement bon, mais j'ai dit, ah, ben là, c'est du plagiat. Mais en fin de compte, ce n'était pas du plagiat. J'étais vraiment très satisfait d'elle. Donc, je vous invite à voir les liens par la suite qui seront partagés par l'équipe sur notre page, nos pages Facebook, sur MedLife aussi. Je pense sur aussi le live d'aujourd'hui, donc où vous pouvez suivre cette formation. Et on vous souhaite tout le bonheur, tout le courage. Et donc, pour finir, donc, moi et Adel, donc par hasard. Donc cette semaine, alhamdoulilah, donc je viens d'avoir mon article Medicinal Plants and Source of Active Molecules Against COVID-19. Et voilà, c'est paru dans le Frontiers of Pharmacology, le deuxième journal le plus cité dans le monde dans le domaine de la pharmacologie, avec un impact factor de 4,2, qui est ce qu'on appelle dans Q1, c'est-à-dire dans les 25% les meilleurs journaux du monde. Nous avons aussi un article donc, qui est paru dans, voilà, il y a Gouri, Adel, et Ibn Arba. Et vous allez voir qu'on partage le first authorship, donc on est les 2 premiers auteurs et on partage la première position. Et dans un journal IF 2,6, donc sur breast cancer et tout ça. Ça, c'est vraiment les derniers articles, mais nous avons plusieurs articles. Aussi, donc, voilà, en 2019, moi, j'ai mon article sur ce qui… Donc, ça, c'est vraiment, c'est des revues, les literature reviews. Ça, c'est un article original, voilà, sur l'apoptose, le cancer, etc. Et ben, aussi, nous avons aussi un autre article, Ben Arba et Gouri, donc les 2 formateurs et les 2 conférenciers de cette journée. Donc, nous avons proposé une nouvelle méthode thérapeutique contre le COVID-19 et aussi, Adel, un très, très bon article sur genetic background de la bêta-thalassémia, donc qui est paru aussi dans un journal Hemoglobin. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les dernières productions, mais vous pouvez avoir un aperçu sur d'autres productions. Donc, on vous invite à suivre les nouvelles de MedLife, de BNJ Academy. Pour les gens qui sont intéressés à la formation, c'est vraiment très intéressant. J'espère que j'étais un petit peu light, donc je ne vous ai pas importuné avec plus de détails. Et je vous souhaite tout le courage, tout le bonheur, et surtout de vous voir publier dans les journaux les plus importants du monde, avec les meilleurs impact factors, et vous voir, Inch'Allah, dans la sphère scientifique mondiale d'excellence. Et à vous la parole, Saad Qader. Shukran. Merci beaucoup, professeur Bachir,
pour la clarté surtout de votre présentation. Et j'invite sans plus tarder les webinaristes pour d'éventuelles questions, s'ils ont des questions. Bien sûr, celui qui a une question, il peut activer donc son micro et pose sa question. Allez-y. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Quand il n'y a pas de questions, soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. Allez-y, Zoubida. Docteur Gouri. Oui. Alors, je vais juste activer. Donc, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, j'ai reçu trois questions dans les commentaires. Oui. Est-ce que je peux répondre à ces trois questions? Bien sûr. Allez-y, docteur. Très bien. Donc, la première question concerne le choix du thème. Dans le choix du thème, il y a une question qui a été posée apparemment, c'est un doctorant. C'est la question, est-ce que c'est le doctorant ou c'est le directeur de thèse qui fait le choix du sujet? En fait, en Algérie, le choix du sujet, généralement, est proposé par le directeur de thèse. Je parle de système classique, c'est-à-dire le système universitaire. Mais par exemple, dans le domaine hospitalier universitaire, en fait, c'est le doctorant ou le thésard qui va faire une recherche bibliographique. Cette recherche bibliographique doit être exhaustive. Il va cibler quelques thématiques. Ensuite, il va vérifier, ça c'est obligatoire, l'originalité de son travail. Est-ce que c'est un travail original qui mérite d'être suivi, c'est-à-dire d'être proposé comme un projet de recherche, ou c'est juste un copy-paste, c'est-à-dire c'est une copie d'un travail qui a été déjà réalisé en France ou là, aux États-Unis. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je propose? Je propose une forme hybride, c'est-à-dire le doctorant lui-même va faire une recherche bibliographique, il va cibler quelques thématiques de recherche, il doit ramener des propositions. Ce qu'on appelle le research proposal. C'est le research proposal, c'est-à-dire que c'est une proposition. Ce n'est pas une proposition, un titre. Je ne parle pas de titre ou d'un résumé. Il va proposer un protocole. Le doctorant, il doit être capable de proposer un protocole. Il va proposer par exemple 2 ou 3 protocoles. Ensuite, c'est à l'encadreur, au directeur de thèse, de discuter avec le doctorant la faisabilité, l'originalité de ce travail. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, ça concerne le paiement des frais de publication. Qui va payer les frais de publication? Supposons que le doctorant, il a trouvé parmi les revues potentielles une revue en open access qui exige des frais de publication. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas vraiment un financement clair pour la publication scientifique. À ma connaissance, actuellement, il n'y a pas vraiment un processus clair, que ce soit pour les laboratoires de recherche ou pour les institutions. Dans le monde, par exemple, si on voit le modèle européen ou le modèle américain, généralement, c'est l'institution ou le laboratoire de recherche qui prend en charge les frais de publication. Pour quelle raison? Pour la simple raison, parce que cette publication, elle va augmenter la visibilité du laboratoire de recherche. Elle va augmenter la visibilité de l'institution, de la faculté, de l'université. Donc, ça va de soi que cette institution doit aider le doctorant dans la publication. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. La dernière question concernant la réponse. Combien de temps pour répondre au reviewer? Donc, supposons que le doctorant ou le chercheur, il a reçu des réserves ou des commentaires ou des corrections à faire. Quel est le délai entre la réception et la soumission de la version révisée? Ça, il n'y a pas une règle. C'est-à-dire chaque revue a ses propres exigences. Et généralement, ça ne doit pas dépasser les 4 semaines.
Et cette durée dépend également de quoi? Elle dépend du travail demandé. Parce que parfois, si vous, par exemple, recevez major revision, parce que vous avez dans les révisions, vous avez deux types. Vous avez minor revision, c'est-à-dire une révision mineure, une correction superficielle. Généralement, il ne faut pas dépasser une semaine. Mais parfois, vous avez major revision, c'est-à-dire qu'il faut vraiment retravailler votre article. Et ça demande du temps. Donc, vous pouvez avoir 4 semaines, vous pouvez avoir 8 semaines. Ça, c'est à l'éditeur de décider quel est le temps qu'il faut allouer au doctorant, au chercheur, pour corriger son article. Voilà, j'ai répondu en principe à ces trois questions. Abdelkader, à vous la parole. Je cède la parole. Merci, Dr Gouri. Je pense qu'il y a encore quelques questions. Oui. Donc, s'il vous plaît, est-ce que le book chapter est une publication au même titre qu'un research paper? Et est-ce que le book chapter suit les mêmes catégorisations qu'un research paper? En fait, le book chapter, c'est-à-dire c'est un chapitre qui va être publié dans un livre. Généralement, ce genre de livre, c'est un livre multi-auteur, c'est-à-dire l'éditeur, il y a un éditeur qui va choisir par exemple une personne ressource, et généralement c'est un expert du domaine, et cet expert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des invitations aux chercheurs pour participer dans la rédaction. D'accord? Maintenant, si on cherche la valeur, bien sûr, la valeur de book chapter n'est pas la même qu'un article original ou d'un review. D'accord? Et ça, d'un côté. D'autre côté, c'est par rapport à la visibilité. Généralement, un article original ou une revue de littérature, elle est mieux citée qu'un book chapter. Donc, personnellement, si je reçois une invitation pour publier un article original ou une revue ou méta-analyse et une autre invitation pour un book chapter, sans réflexion, je choisis un article original. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux citée par rapport au book chapter. Très bien. Il y a une autre question par rapport à l'ordre des auteurs. Donc, Oui. c'est sur quels critères on va mettre l'ordre des auteurs. Premier auteur, deuxième auteur. Très bien. C'est-à-dire que c'est la partie que je n'ai pas pu terminer dans la présentation. Est-ce que j'ai le temps pour terminer? 1 minute. Ah, je ne pense pas qu'une minute va suffire. Je vais essayer de partager. Brièvement, docteur, s'il vous plaît. D'accord. Je vais essayer de partager mon écran. Allez-y. D'accord. Ok. Est-ce que mon écran est visible? Oui, clairement. Très bien. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure des 4 critères de l'authorship, de définition de l'authorship. D'accord? Maintenant, on va parler des personnes qui ont contribué au travail de rédaction, mais sans répondre aux 4 critères d'autorship. Donc, ces personnes ne méritent pas la position d'auteur. D'accord? Ce sont des contributeurs non auteurs. C'est ce qu'on appelle contributeurs non auteurs. Généralement, les contributeurs non auteurs, ils vont être remerciés à la fin de l'article dans une rubrique qu'on appelle remerciement ou acknowledgement. D'accord? Et bien sûr, après leur autorisation. On doit avoir leur accord pour citer leur nom dans le remerciement. Quels sont ces contributeurs? Généralement, par exemple, si on prend l'exemple d'un étudiant qui a participé dans le dosage d'un paramètre biochimique. Cet étudiant, il a participé dans le dosage, mais il n'a pas contribué dans la rédaction de l'article. Donc, il ne mérite pas la position d'un auteur. D'accord? C'est un contributeur, mais non auteur. Donc, je dois le remercier dans la section remerciement. Mais je ne vais pas mettre son nom dans la liste des auteurs. Ça, d'un côté. Un autre point, dans l'ordre de citation des auteurs. Donc, ces auteurs, ils sont classés dans quel ordre? Donc, une fois que les auteurs ont été déterminés, bien sûr, l'étape suivante, c'est de les classer, établir un ordre d'apparition de ces auteurs dans la liste. Dans certains domaines, vous avez deux tendances. Dans certains domaines, ce qu'on appelle en sciences mathématiques, en sciences économiques, généralement, les auteurs sont classés par ordre alphabétique et n'ont rien à voir avec leur contribution. D'accord. Mais la tendance actuelle, surtout dans les sciences biomédicales, les auteurs sont classés par ordre de contribution. Généralement, le premier auteur, c'est l'auteur principal, c'est l'investigateur principal, c'est le contributeur principal. Et généralement, c'est le doctorant. Si on prend l'exemple des thésards,
C'est le doctorant qui doit occuper la première position. C'est le premier auteur. Il y a une autre tendance dans les sciences biomédicales, c'est la position dernière, c'est le dernier auteur. Généralement, le dernier auteur, c'est la personne ressource. C'est un chercheur senior. Par exemple, c'est le chef de service, c'est le directeur de laboratoire, c'est l'expert, etc. Donc, c'est très important le choix de ces deux positions, la première et la dernière position. Je pense Merci, que docteur Gouri. Oui. Une autre petite question, Bachir. Oui. Quel est le rôle de Cochrane dans tout ça? Cochrane Collaboration. Alors, Cochrane Collaboration, il faut comprendre que ces dernières années, il y a une tendance importante vers ce qu'on appelle les meta-analysis and systematic reviews, les revues systématiques et les méta-analyses. Et le problème qui se posait auparavant, c'est qu'on n'avait pas une méthodologie claire. Et donc, Cochrane Collaboration, donc c'est une initiative internationale et dans laquelle on a une méthodologie. Et donc, le Cochrane, par exemple, le Cochrane Book, là où on trouve vraiment une méthodologie claire, détaillée, etc. Mais il y a beaucoup plus de détails et je pense que pour les gens qui veulent rédiger des articles, publier des articles original papers ou la narrative review, c'est-à-dire des revues de littérature simples, il ne faut pas vraiment aller vers Cochrane. Cochrane, c'est surtout pour les gens qui veulent rédiger et publier des méta-analyses ou bien systematic reviews. Donc, dans les systematic reviews, oui, on est appelé à faire ce qu'on appelle une assessment of the quality of the studies. Donc, c'est d'évaluer la qualité des études et surtout l'évaluation des risk of bias, le risque du biais, ce qu'on appelle le biais, la source d'erreur. Et dans ce cadre, le Cochrane Collaboration a édité ce qu'on appelle the ROP, Risk of Bias Guideline. Et dans le chapitre 5, je pense, the fifth chapter, le Cochrane Book, donc il y a un livre, il y a Cochrane Book qu'on peut télécharger gratuitement. Dans le fifth chapter, donc, on parle des guidelines. Donc, il y a plusieurs domaines. Ils ont mis des domaines dans outcomes, par exemple, dans les sequence generation. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle une randomisation, la sélection? Donc, voilà, les billets, ils les ont classés par domaine. Et donc, nous avons un classement, on va dire, est-ce que c'est vraiment une étude à high risk of bias, low risk of bias? Et donc, voilà, je pense que pour les gens qui veulent publier des systematic reviews, c'est intéressant. Pour les autres, je pense qu'il ne faut pas vraiment, nager dans Cochrane Guidelines. Voilà, il y avait une autre question, si vous le permettez. Oui, allez-y. Que j'ai lu dans les commentaires. Il y a une collègue qui a posé la question, est-ce qu'on peut partager la première position? La réponse est oui. Mais on doit le mettre, par exemple, si vous allez lire notre dernier article avec Adel, paru dans Current Drug Targets, sur la prédiction des métastases dans le cancer du sein, vous allez voir, par exemple, dans mon nom et le nom de Adel, il y a un astérix. Et quand vous allez lire que c'est These authors share the first authorship. Donc, on peut avoir the first authorship. OK? Et on peut... Oui, monsieur. C'est Adel. Est-ce que je peux partager mon écran? Parce que j'ai préparé une présentation très bien. de partage de la première position. Bien sûr, on peut partager la première position comme on peut partager la dernière position. Si vous allez voir, par exemple, un de mes articles paru en 2012 sur tout ce qui est apoptose cellulaire dans le cancer, c'est une étude originale, vous allez voir que, par exemple, les deux dernières positions, il y avait un Algérien et un Français, et c'est écrit que ces deux chercheurs partagent la dernière, ce qu'on appelle le senior authorship. C'est important parce que des fois, on contribue de la même manière et par la suite, voilà, on ne peut pas avoir les deux mondes. Donc, on peut dire, parce que Adel, c'est en A et moi, Bachir, c'est en B. Donc, on a mis Adel A et B en deuxième, mais on est considéré comme le premier auteur alors qu'on est deux auteurs. Donc, oui,
on peut le faire. Il y avait d'autres questions sur les prix de la formation. Moi, je pense que Saad Qader pouvait donner des réponses dans le Facebook ou sur la page. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la formation. Un grand merci. Je salue Dr Ayadi, qui est avec nous. Donc, elle avait écrit dans son message. Elle a fait 2 formations avec nous. La troisième, elle est en cours. Un grand merci et un grand coucou. Voilà. À vous, Saad Qader et Adel. Merci beaucoup. Docteur Gouri, est-ce que vous avez des points à ajouter? Oui, justement, j'ai préparé une présentation par rapport à l'occupation de la première position. Est-ce que vous pouvez partager mon écran? Oui, rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que c'est visible pour vous? C'est bon? Oui, clairement. Donc, par rapport au partage, c'est-à-dire il y a possibilité que plusieurs auteurs qui ont contribué de la même façon peuvent occuper la première position. Ouais. Et ici, j'ai pris un exemple d'un article qu'on a publié en 2016. Moi et... Non, ça c'est notre dernier article en 2020, en juillet 2020. Moi et Béchir ont contribué de la même façon dans la rédaction de cet article. C'est une revue de littérature. Donc, vous voyez en bas, ici, vous avez l'auteur correspondant, donc c'est moi-même, et vous avez un astérisque pour indiquer, c'est une légende, pour indiquer ce que ces 2 auteurs, donc these authors, contributed equally to this work and shared the first authorship. C'est-à-dire ces 2 auteurs, ils ont contribué de la même façon dans la rédaction et ils méritent d'occuper la première position. Les 2 occupent la première position en tant que first authorship. Et je termine ma présentation, si vous permettez, Abdelkader. Oui. Concernant l'auteur correspondant et ce qu'on appelle le guest author, ghost author. Donc, pour l'auteur correspondant, il est indispensable de choisir avant la soumission de l'article un auteur correspondant. Quel est le rôle de cet auteur correspondant? Le rôle principal, c'est de communiquer avec la revue, communiquer avec l'éditeur, faire la soumission, faire les signatures, parce qu'il faut signer, c'est ce qu'on appelle le copyright, et communiquer avec les reviewers. Donc, en cas de commentaire, en cas de réserve, en cas de correction à faire, c'est l'auteur correspondant qui va prendre en charge ça, il va communiquer avec les co-auteurs et doit répondre dans un délai, bien sûr, à l'éditeur. Donc, il faut choisir toujours un auteur correspondant. Sur quels critères on choisit l'auteur correspondant? L'idéal, il faut choisir quelqu'un qui a déjà une expérience dans la communication avec les maisons d'édition. D'accord, c'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, la décision de l'éditeur, surtout en cas de révision, est basée sur la qualité de la réponse et la qualité de la communication. Donc, c'est très important de choisir un bon interlocuteur, d'accord, pour communiquer avec la maison d'édition, avec les reviewers. Je termine la présentation, ce qu'on appelle l'abuse d'authorship. C'est la notion de gift, guest and ghost authorship. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur ces 3 termes? Et pourquoi j'insiste sur cette partie? Parce que beaucoup de nos chercheurs, beaucoup de nos doctorants n'ont pas une idée sur ce qu'on appelle le authorship abuse. C'est ce qu'on appelle l'authorship de courtoisie. D'accord? C'est des positions de courtoisie. D'accord? On va commencer par le guest author. Le guest author, c'est quoi? C'est un auteur invité. Invité dans quel but? Généralement, c'est une pratique courante pour les chercheurs du tiers-monde. Pour augmenter les chances d'acceptabilité ou d'acceptation de votre article, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre avec nous un chercheur américain. C'est ce qu'on appelle l'américain de service. D'accord. Quel est le rôle de ce chercheur américain? Ce chercheur, il n'a rien fait dans l'étude, n'a pas contribué dans la rédaction. Il va occuper juste cette position pourquoi? Pour essayer de séduire l'éditeur de la revue et pour augmenter les chances d'accepter leur article. Et ça, c'est une pratique qui est contre l'éthique de la publication scientifique. D'accord? Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le gift author. Le gift author, c'est l'exemple français, le proverbe, c'est le renvoi d'ascenseur. Qu'est-ce que ça veut dire le renvoi d'ascenseur? C'est-à-dire, moi, je vais mettre Abdelkader avec moi dans cet article qui va, par exemple, parler de Covid-19 et j'exige sur Abdelkader de mettre mon nom dans un autre article, d'accord, que je n'ai pas contribué. Donc, ni lui, il a contribué, ni moi. Donc, c'est juste donnant. C'est une formule gagnant.
fifth author, on voit d'ascenseur. La même chose, ça c'est un aspect d'un conduit, c'est misdiscount contre l'éthique et l'intégrité scientifique. Un troisième type, c'est ce qu'on appelle le ghost author, c'est l'auteur fantôme. Ici, c'est le sens contraire, c'est la situation inverse. Ici, c'est une personne qui a vraiment contribué dans le travail, qui a contribué dans la rédaction, mais son nom ne figure pas sur la liste des auteurs. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des personnes de sous-traitance. C'est-à-dire, on va payer ces personnes pour rédiger, d'accord, pour contribuer, pour faire l'analyse statistique, d'accord, contre une somme d'argent. Donc, on ne va pas mettre leur nom dans la liste des auteurs. La même chose, ça, c'est un aspect également d'auteur de courtoisie ou d'autorship abuse. Pour lutter contre ces pratiques, les maisons d'édition, depuis l'année 2000, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer une méthode, ce qu'on appelle une section à la fin de l'article qu'on appelle Author Contributions. Actuellement, les revues exigent dans l'article, d'accord, de préciser quel est le rôle de chaque auteur, quelle est la contribution de chaque auteur. Ici, j'ai donné un exemple d'un article qu'on a publié en 2016, et la mise en édition, l'éditeur, il a exigé, vous voyez ici, Author Contributions, de préciser quel est le rôle de chaque auteur. Par exemple, vous avez AGKESB, ça c'est des initiaux des auteurs. Ils ont contribué dans la conception et le design de l'article, de review. OK? Ensuite, Analyzed the data. Quelles sont les personnes qui ont analysé les données? C'est AG, KE et AD. Wrote the first draft of the manuscript. Quelles sont les personnes qui ont participé dans la rédaction de la première ébauche de l'article? Donc, vous voyez, donc ça, c'est une pratique qui a été développée par les maisons d'édition spécialement pour lutter contre les authorship abuse. Voilà, je vous remercie. Une dernière question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors. Dans le cas où un étudiant, lors de son mémoire de fin d'études, arrive à écrire un article et de le publier, est-ce que c'est lui qui va être le premier auteur ou bien son encadrant, ou bien son promoteur, qui, entre parenthèses, n'ayant pas participé à la rédaction? C'est-à-dire que l'encadreur, il a encadré le travail, mais il n'a pas participé à la rédaction de l'article. Oui. Et la réponse elle est claire, notable. Oui. C'est l'étudiant qui mérite d'être cité en tant que premier auteur. Parce que c'est le principal contributeur. Très bien. Et l'encadreur? L'encadreur, c'est un guest author. Très bien. C'est un guest author. C'est un auteur invité. Parfait. D'accord. Il y a une autre appellation, c'est ce qu'on appelle les mains sales. C'est l'opération des mains sales. C'est quoi l'opération des mains sales? Actuellement, il y a des laboratoires de recherche ou des centres de recherche qui reçoivent des doctorants, surtout des doctorants algériens, d'accord, pour terminer leurs travaux de recherche. Et ces centres de recherche exigent dans la publication de mettre le nom de directeur de laboratoire ou le directeur de centre, alors que ce directeur n'a rien contribué dans la rédaction. D'accord, ça, c'est-à-dire c'est la prise en otage. On appelle ça la prise en otage de l'authorship. Oui. Et ça, c'est l'exemple de l'étudiant et de son encadreur. Très bien. Une dernière question de la part d'un étudiant en cycle clinique. Est-ce qu'un étudiant en cycle clinique peut publier? Oui. Un étudiant en cycle clinique, en cycle préclinique, il a le droit de publier. D'accord. Mais ici, il y a une parenthèse. C'est-à-dire, la plupart des revues exigent une affiliation à une institution scientifique. D'accord? C'est-à-dire, l'étudiant, il doit mettre comme affiliation sa faculté ou son département. Ça, c'est très important. Mais il a le droit de publier. Je connais des étudiants en médecine qui ont déjà publié des articles, qui ont publié des méta-analyses. Oui. D'accord? Des méta-analyses. Non pas un article original. Parce que par exemple, si l'étudiant est attaché à un laboratoire de recherche, donc il a le droit de publier son article. Il n'y a aucun problème. D'accord. OK, donc je pense qu'on doit... Je pense qu'on aura d'autres, qu'on va programmer d'autres webinaires
Inch'Allah. dans toujours les mêmes thématiques pour développer d'autres axes parce que, comme vous voyez, le thème il est très large. On ne peut pas tout donc, développer en un seul webinaire. Au terme de ce webinaire, donc, je tiens tout d'abord à remercier vivement MedLife Consult et BG Academy d'avoir organisé ce webinaire. Je tiens également à remercier tous les participants et les participantes, qui ils étaient très nombreux, au point où donc, on a atteint le maximum de participants permis par Zoom, 100 participants, bien sûr avec un nombre très important dans la liste d'attente. Et voilà, je vous remercie. Je remercie également vivement professeur Ben Arba et docteur Gouri de tous ces efforts-là, de cette présentation, des exemples, des réponses aux participants. Et si les participants ont d'autres questions, ils peuvent les poser sur la page, soit en commentaire sur la page de MedLife Consult ou bien sur BG Academy, soit en commentaire ou bien en message privé. Normalement, donc, on peut transmettre ou bien par mail, on peut transmettre vos questions à professeur Ben Arba et à docteur Gouri, Inch'Allah. Voilà, donc je vous souhaite... Oui. J'ai une proposition, pourquoi pas programmer une séance spécialement pour répondre aux questions. C'est-à-dire, on ne va pas faire des présentations, on va collecter les questions des participants et on va consacrer une séance pour répondre à ces questions. Parfait, ok. On va proposer ça sur MedLife et on va, Inch'Allah, l'organiser incessamment, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée et bon week-end et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam, merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Salam alaikum. Salam.